Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors si ça n'est pas déjà fait, je vous invite très très fortement à aller voir la vidéo précédente sur manipuler les nombres réels. Alors ici, nous sommes dans la partie utiliser les notions de multiples diviseurs et nombres premiers dans le programme de seconde. Et je vous présente l'application à laquelle vous pouvez accéder gratuitement en scannant les QR codes que vous verrez en fin de vidéo. Donc ici les contenus c'est notation n et z, donc c'est pour ça qu'il faut avoir vu la partie sur manipuler le nombre réel où on a vu les différents ensembles de nombres. La notion de multiple, de diviseur, de nombre pair, de nombre impair, qui en général sont des notions que vous connaissez déjà en fait, mais on va les étudier de façon un peu plus formelle. Vous allez voir qu'il y a deux démonstrations dans cette partie du programme. Donc les capacités attendues, la première chose, ça va être de modéliser, de résoudre des problèmes utilisant les notions de multiples, de diviseurs, de nombres pairs, de nombres impairs, de nombres premiers, les nombres premiers qui sont extrêmement importants en cryptographie, c'est-à-dire en chiffrement des données sensibles, des données confidentielles. Donc c'est toujours d'actualité. D'ailleurs, la méthode de Bitcoin, l'algorithme de Bitcoin utilise les nombres premiers. Et pas que Bitcoin, toutes les sécurisations que vous connaissez actuellement. Et enfin, présenter les résultats sous forme de fractionnaire, sous forme irréductible. Alors, dans les démonstrations, il y en a deux qui sont intéressantes. La première, c'est si on donne une valeur de A, donc un nombre entier, hein, si on n'est que avec les nombres entiers, et si on choisit un nombre A, la somme de deux multiples de ce nombre-là, eh bien, il faut démontrer que c'est encore un multiple. Donc on va voir comment on fait ça. Le carré d'un nombre impair, c'est aussi un nombre impair. Et ensuite, on verra les algorithmes. L'algorithme de déterminer si un antinaturel A est un multiple d'un antinaturel B, et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas tout faire dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques extraits, enfin, je vais vous montrer ce que fait l'application. Je tiens à préciser, parce qu'il est extrêmement important, que les applications, c'est moi qui les ai fait, mais je les ai fait avec les intelligences artificielles. Parce que par exemple, tout ce qui est design, etc., je n'ai aucune connaissance en design, et en fait, ce sont des choses qui me prennent un peu la tête et qui prennent du temps. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces applications, je les teste au fur et à mesure avec mes élèves, mais ça reste des intelligences artificielles, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des choses pas claires. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, c'est pour ça que je mets un lien pour pouvoir me contacter, pour pouvoir apprendre des cours avec moi, ou ne serait-ce que pour apprendre à comment utiliser ce genre de choses, pour faire des vérifications, mais il ne faut pas croire que, contrairement à ce que certaines personnes veulent vous faire croire, les machines ne remplacent pas les humains. Les machines ne remplacent pas les humains parce que c'est pas les mêmes modes de fonctionnement, etc. Donc ce sont des outils pour pouvoir travailler en autonomie, et je vous encourage à les manipuler, mais je vous encourage justement à garder à l'esprit qu'il est très important que, encore plus aujourd'hui avec les intelligences artificielles, que les humains continuent d'avoir leur cerveau qui soit suffisamment flexible, actif, pour pouvoir faire attention quand les machines font n'importe quoi. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'effet inverse, c'est-à-dire que en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut comparer avoir l'esprit critique de la manière que vous devez avoir l'esprit critique avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, par exemple, si je dis une connerie, il faut le dire dans les commentaires, hey, ce que tu as dit, c'est faux. Mais uniquement si c'est faux, pas juste pour embêter les gens. Parce que c'est un peu le problème des réseaux sociaux, c'est que les gens, ils croient que parce que tout le monde a la parole, alors il faut parler. Non, il faut parler que si ce qu'on a à dire est pertinent. D'accord? Voilà. Donc, personne n'est parfait, ni les humains, ni les machines. Fermeture de la parenthèse. Donc ici, on va avoir donc différentes choses, les définitions, la notion de parité, la notion de fraction, les démonstrations, les nombres premiers, les algorithmes, le QCM et le contact. Alors, donc les définitions, c'est la notion de multiple, de diviseur. Bon, ça c'est des choses très simples, hein. Par exemple, 6, c'est un multiple de 3, et c'est aussi un multiple de 2. Parce que 6, on peut l'écrire 2 fois 3, et on peut l'écrire 3 fois 2. D'accord? Donc, un nombre est un multiple de B, ou plutôt B est un multiple de A si il s'écrit comme un autre nombre qu'on va appeler K fois le nombre A. D'accord? Donc on dira que B est un multiple de A. En fait, à chaque fois qu'on a un multiple d'un nombre, on a aussi ce nombre-là, c'est le multiple d'un autre. Parce que si c'est le multiple de A parce que c'est K fois A, ben c'est aussi le multiple de K. D'accord? Voilà. Dans un autre sens, c'est de dire que A est un diviseur de B. Donc si je reprends mon exemple, 2 est un diviseur de 6. Parce que 6 divisé par 2, ça fait 3. D'accord? Donc souvent en français, et surtout dans les petites classes quand on apprend la division, on dit 6 divisé par 2 égale 3. Donc c'est la voie passive. Sauf que du coup, si on le met à la voie active, ça veut dire que A divise
Donc 2 divise 6. Et donc ça sera noté comme ça. On dira A divise B. D'accord? Soit on dit B divisé par A égale K, ou c'est-à-dire que B est un multiple de A, soit on dira que A divise B. Donc les notions de multiples diviseurs sont des notions qui sont réciproques. D'accord? Donc il faut bien comprendre à chaque fois dans les deux sens, parce que dans les exercices, on peut vous présenter sous une forme, et peut-être c'est l'autre forme qui sera intéressante. D'accord? Donc évidemment, la deuxième définition qui vient, c'est la notion de diviseur. On dit que A est un diviseur de B si le reste de la division de B par A est nul. Le reste, en informatique et en mathématiques aussi d'ailleurs, ça se note mode. D'accord? Donc ça veut dire, ça se lit B mod A, ça veut dire le reste de la division de B par A, et c'est égal à 0. D'accord? Donc par exemple 7, le reste de la division de 7 par 3, c'est 1, parce que 7, c'est égal à 2 fois 3 plus 1. Donc 3 n'est pas un diviseur de 7. Bon, ça, je pense que vous le saviez. Ok? Voilà. Donc les notations, donc ça, c'est rappel, je ne vais pas plus loin que ça. Alors, la notion de multiple, la notion de nombre premier. Les nombres premiers, c'est ceux qui n'ont pas d'autres multiples que eux-mêmes. Pardon, c'est ceux qui n'ont pas d'autres diviseurs que eux-mêmes. C'est ceux qui sont multiples de personnes. D'accord? Donc là, par exemple, ici, on va voir les multiples de 3 et de 4. Donc on va regarder d'abord pour les multiples de 3. Les multiples de 3, c'est tous ceux qui sont dans cette couleur-là. Les multiples de 4, c'est tous ceux qui sont dans cette couleur-là. Et ceux qui sont dans cette couleur-là, c'est ceux qui sont les multiples de 3 et de 4. D'ailleurs, je m'aperçois que les couleurs choisies par l'intelligence artificielle ne sont pas terribles parce qu'on ne voit pas trop la différence, mais on voit quand même, parce qu'il y a une notion de surbrillance, que ça, c'est les multiples de 3 et de 4, donc c'est-à-dire les multiples de 12. D'accord? 12, 24, 36, 48, 60, 72, etc. D'accord? Voilà. Donc ici, on peut changer les valeurs. Par exemple, si je mets 5, voilà, là c'est plus rigolo, si on met 5, d'accord? Et ici, pareil, on peut mettre 7. Et là, on voit déjà que c'est beaucoup plus parsemé. Par contre, si je remets 4, on voit qu'il y a plus de régularité. Si je mets 8, là, ça va être assez conforme. Si je mets 9, voilà. Donc on peut comme ça avoir une vision un peu plus graphique de tout ça. Alors, si on veut trouver les diviseurs d'un nombre, comment est-ce qu'on fait? La première chose, c'est que on va regarder par les nombres premiers les plus petits que l'on connaît. Les nombres premiers, on l'a dit, mais on va revenir dessus, ce sont les nombres qui n'ont pas de diviseur. D'accord? Donc le premier nombre premier, ça va être 2. Donc on va regarder, on va diviser par 2, puis après on va regarder est-ce que c'est divisé par 3, et ainsi de suite. Bon, là vous avez tout de suite, c'est beaucoup plus rapide, vous avez la réponse. Donc là, la chose qu'il faut faire dans ce genre avec cette application, c'est qu'il faut que vous ayez un papier avec vous à côté, un stylo, et que vous essayez de faire les choses avant d'appuyer sur le bouton, c'est-à-dire avant de voir la réponse. Parce que c'est ça aussi qu'il faut faire très attention, c'est parce que vous avez maintenant tellement d'outils, tellement de ressources, que vous avez tellement facilement accès aux réponses, que du coup vous ne faites pas travailler votre cerveau. Donc c'est dangereux. Il faut d'abord faire travailler votre cerveau et ensuite vous utilisez ces ressources-là pour vérifier, pour pouvoir travailler en autonomie. Voilà, donc là, est-ce que 42 est un multiple de 7? Évidemment, parce que 42 est dans la table de 7, c'est 6 fois 7. D'accord? Alors la notion de nombre pair et de nombre impair, ça aussi c'est très simple, mais sauf que si on veut pouvoir raisonner sans donner des exemples concrets, parce que c'est ça le lycée, on commence à faire des raisonnements, à faire des démonstrations, on est obligé de formaliser. Donc dire qu'un nombre est pair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est divisible par 2. Donc s'il est divisible par 2, si on le dit dans l'autre sens, ça veut dire que c'est un multiple de 2. Et donc un multiple de 2, ça veut dire que c'est 2 fois un autre nombre. Donc on dit qu'on a un nombre k, d'accord, qui est n'importe quel nombre entier, positif ou négatif, et à ce moment-là, n il s'écrit sous la forme 2k. Donc par exemple, 2 c'est un nombre pair parce que c'est 2 fois 1. Par exemple, 4 c'est un nombre pair parce que c'est 2 fois 2. Par exemple, 6 c'est un nombre pair parce que c'est 2 fois 3, et ainsi de suite. D'accord? Par exemple, 2026 c'est un nombre pair parce que c'est 2 fois 1013. D'accord? Et les nombres impairs, alors les nombres impairs, en fait, il y a plusieurs façons de les écrire. Parce qu'on peut écrire 2k plus 1, si on ajoute 1, parce que entre deux nombres pairs, si on ajoute 1, on obtient un nombre impair, et ainsi de suite. À chaque fois, c'est alterné. Un coup, on a un nombre pair, le coup d'après, on a un nombre impair, le coup d'après, on a à nouveau un nombre pair, et ainsi de suite. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. On pourrait dire, celui d'après, c'est un nombre pair, mais celui d'avant aussi. D'accord? Si on est à un moment où on a un nombre pair, par exemple 2, le nombre d'après, c'est 3, c'est un nombre impair, mais le nombre d'avant, c'est 2 moins 1, c'est aussi un nombre pair. Donc là, on a écrit sous la forme 2k plus 1, mais on aurait pu écrire 2k moins 1. D'accord? Bon, voilà. Donc là, on a quelques propriétés, à savoir si on additionne deux nombres pairs, si on additionne deux nombres pairs, on obtient encore un nombre pair.
Oui, mais est-ce que vous savez le démontrer? Ah, ça c'est une autre histoire. Dites-moi dans les commentaires si vous savez le faire. Si on additionne deux nombres impairs, eh ben, on pourrait se dire, ah ouais, mais comment ça se fait qu'ils perdent leur imparité? Bah oui, mais parce qu'en fait, ils ont un en plus chacun, et sauf que un en plus plus un en plus, ça fait 2. Donc du coup, ça fait un nombre pair. D'accord? Si tous les coups, on change de parité, c'est-à-dire à chaque fois qu'on ajoute un, on passe de pair à impair, ou de impair à pair, bah, si on ajoute 2, on ne change pas la parité. Donc si vous avez 3, vous ajoutez 2, bah, vous obtenez 5. Parce que comme vous ajoutez 2, vous faites passage de impair à pair, puis repassage à impair. Voilà, évidemment, si on ajoute un pair et un impair, ben, ça fait un pair. D'accord? Si on multiplie deux nombres pairs, ben, ça fait un nombre pair. Si on multiplie un pair et un impair, ben, ça fait pair. Et si on multiplie deux nombres impairs, ça reste impair. Voilà, donc là on peut tester la parité. Bon, ça en fait, c'est quand même assez simple. Voilà. Alors, pour les fractions irréductibles. Les fractions irréductibles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on doit simplifier au maximum. Par exemple, si je vous dis 4 sur 6, bah 4 sur 6, c'est pas simplifié au maximum. Parce qu'en fait, 4 c'est 2 fois 2, et 6 c'est 2 fois 3. Donc en fait, 4 sur 6, si on la simplifie au maximum, bah, ça fera 2 sur 3. Donc 2 sur 3, c'est ce qu'on appellera une fraction irréductible. Alors quel est le lien avec les diviseurs, etc. Bah, ça veut dire que le numérateur et le dénominateur n'ont plus de diviseur commun. D'accord? Diviseur commun en anglais, ça se dit le plus grand diviseur commun, en anglais ça se dit great common divisor, donc ça veut dire le plus grand diviseur commun, d'accord, c'est une fonction mathématique, et si la fraction elle est irréductible, ça veut dire que le plus grand diviseur commun, bah, c'est 1, parce que 1 il divise tous les nombres, hein. Tous les nombres on divise par 1, ça change rien, en vrai, d'accord, voilà. Ok, la notion de PGCD, alors ça c'est un peu du hors programme, parce qu'il n'y a pas la notion de PGCD, donc cette partie-là, c'est pas obligé de l'étudier, voilà. Là, vous avez les démonstrations, et ensuite, vous avez la notion de nombre premier. Donc la notion de nombre premier, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit c'est les nombres qui ne sont divisibles par personne d'autre que par eux-mêmes. Et du coup, ben, la question c'est de savoir, en fait, si vous voulez, les nombres premiers, c'est un peu comme les briques élémentaires des nombres, c'est un peu comme les atomes des nombres. Tous les nombres peuvent se décomposer en produits de facteurs premiers. Et le problème, c'est que pour l'instant, les nombres premiers, on ne sait pas exactement comment les déterminer, à part en faisant la liste et en vérifiant que ben, ils sont divisibles par aucun des nombres que l'on connaît. Et quand on dit ça, il faut bien comprendre que maintenant on a des ordinateurs qui peuvent calculer des nombres très 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 grands. Oui, mais sauf que la propriété des nombres premiers, elle reste toujours. Même dans les nombres très 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 grands, il y a des nombres premiers. Et donc du coup, ça devient très compliqué de déterminer. Et c'est l'un des secrets en fait de la cryptographie. C'est le fait que ben, si on ne sait pas que le nombre il est premier et que c'est un très très gros nombre, ben, c'est compliqué de déterminer, ça prend du temps de déterminer si c'est un nombre premier ou pas. Là, nous, on va faire que des valeurs très très simples et on va utiliser la technique de Ératosthène. Ératosthène, c'est un mathématicien grec de l'Antiquité qui a eu l'idée suivante. Il s'est dit, ben, en fait, si on écrit des nombres à la suite, comme ça, dans un tableau, eh ben, on va commencer par regarder tous ceux qui sont divisibles par 2. Et si on barre tous ceux qui sont divisibles par 2, ben, ce qui va rester, c'est tous ceux qui ne sont pas divisibles par 2. Donc ça veut dire en fait une case sur 2. Sauf le 2, évidemment, on le garde. Après, on fait pareil avec 3. Après, on fait pareil, non pas pareil 4, parce que 4, il avait déjà été barré, puisqu'il était divisible par 2. Donc après, on fait pareil avec 5. 6, c'est pas la peine, parce qu'il a déjà été barré quand on a fait 2, et il est barré une deuxième fois quand on a fait 3. Et donc en faisant comme ça, au fur et à mesure, vous allez voir que eh ben, il va rester que les nombres qui sont premiers. Donc on va lancer le crible, et vous allez voir. Donc là, on a éliminé tous ceux qui sont divisibles par 2. Là, on élimine tous ceux qui sont divisés par 3, par 5, par 7. Et il a accéléré comme ça, et il nous reste donc tous les nombres inférieurs à 100 qui sont premiers. Donc on a 2, on a 3, on a 5, on a 7. Après on a 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59. Vous voyez que si on veut trouver une logique, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On ne voit pas de logique. Là, il y en avait 4 sur la première ligne, 4 sur la deuxième ligne, puis 2 sur la troisième ligne, puis 2, puis 3, puis 2, puis 2, puis 3, puis 2. Voilà. Et c'est difficile à prévoir. Et c'est justement parce que c'est difficile à prévoir que c'est très utile en cryptographie. Donc la notion de nombre premier, c'est extrêmement important. Je le répète, c'est l'équivalent des atomes pour les nombres. Tous les nombres entiers se décomposent en produits de facteurs premiers. Ok, test de primalité. Donc là, par exemple, on peut lui demander est-ce que 1013 est premier? Parce que tous les nombres pairs, on sait qu'ils ne sont pas premiers. D'accord. J'ai dit tout à l'heure que 2026, c'était 2 fois 1013. Donc 2, on sait que c'est un nombre premier. Est-ce que 1013, c'est un nombre premier? Eh bien oui, c'est un nombre premier.
Voilà, donc décomposition en facteur premier, donc par exemple 360, il a une très grosse décomposition, parce que c'est 2 à la puissance 3, donc c'est-à-dire 8 fois 3 à la puissance 2, donc c'est-à-dire 9, donc 8 fois 9 ça fait 72, et 72 fois 10 ça fait 720, 720 par 2 ça fait 360. Hein, ça c'est une petite astuce quand on fait du calcul mental. Si on veut faire une multiplication par 5, il suffit de faire une multiplication par 10, qui est très facile, il suffit de rajouter un 0, et après on divise par 2, parce que 5 c'est 10 divisé par 2. Ok. Voilà. Faire du calcul mental sans chercher à faire voilà, calculer la racine 13e ou je sais pas quoi, des trucs de foire qui servent à rien, mais savoir faire un petit peu de calcul mental, c'est une bonne gymnastique, il faut le prendre comme un échauffement du cerveau. Donc ça peut être utile. Voilà, donc là maintenant on passe à des algorithmes. Donc là on a un algorithme et en plus le programme il est très bien parce que il exécute. Sauf que nous ce qu'on veut, c'est on veut programmer en Python. Donc on va faire comme la dernière fois, on va copier ce code et on va faire nous-mêmes notre propre programme Python. Donc là on va se reconnecter parce que le truc avait un petit peu déconné et on va aller faire un nouveau bloc de code. Et donc on va faire exactement la même technique que tout à l'heure. Enfin, je dis tout à l'heure parce que c'est tout à l'heure que j'ai fait la vidéo. Mais voilà, donc ça c'est un bon exercice de programmer parce que ça vous permet de voir si vous avez compris vraiment comment ça fonctionne et vous pouvez comme ça vous amuser à faire des petits tests, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez accéder à ces petits Google Colab, si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Alors, donc, du coup, on va commencer par demander de saisir des entiers avec A et B, qui sont des entiers naturels. Donc, on va faire la chose suivante. On va lui dire A égale. Alors, en fait, comme je tiens mon téléphone d'une main pour le micro et que j'écris d'une autre main, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du copier-coller de mes blocs précédents et je vais adapter. Voilà. Saisir un nombre entier. Un nombre entier. Voilà, on récupère tout ce qu'on peut récupérer et on va mettre A égale. Voilà. Alors ce qu'on va faire par contre, parce que la dernière fois je l'avais fait en un coup, là ce que je veux faire, c'est que si jamais il était un nombre qui n'est pas entier, d'accord. En fait, on va faire A égale 0,5 et on va mettre while A différent de int A et comme ça on va lui redemander c'est pas un nombre entier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre comme ça ici. Voilà. Et là, ce sera bon. Parce que pourquoi? Parce que s'il nous met quelque chose qui n'est pas un nombre entier, par exemple, s'il nous met un nombre à virgule, là, ça va le tronquer et ça va le mettre en virgule. Mais s'il nous met un caractère, ça va faire une erreur. Voilà. Bref. Donc ça, c'est réglé. Et ce qu'on veut, c'est le deuxième nombre, c'est un nombre B. Et on va faire la même chose avec B, sauf que cette fois, avec B, on veut que ça soit un nombre différent de 0. Donc ici on va mettre B égale ça. Voilà, donc tant que B est différent, donc ça on va continuer. Et donc ça se met comme ça. Et B égale, ou, pardon, ou. Voilà. Donc j'explique ce que je fais, c'est que si jamais l'utilisateur il met B égale 0, on ne veut pas. D'accord. Donc on va lui redemander de choisir un nombre entier différent de 0. Différent de 0. Alors je vais exécuter le code parce que là je m'aperçois que j'ai pas fait ce que j'ai appliqué la dernière fois. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre print A égale et on met la valeur de A. Voilà. Et on peut mettre à côté type A. Voilà. Comme ça on a bien le type. Voilà, et là on fait pareil avec B. Voilà. Voilà. Et je vais faire volontairement des fautes pour que vous voyez ce qui se passe. Alors je vais mettre. Alors je vais mettre B, qu'est-ce qu'il met? Ouais, il met une erreur. Voilà. Bref, donc si je mets 9,6, il va m'afficher que ce sera 9.
Non, il n'est pas content parce que en fait, il s'attend à un int et il n'a pas un int, donc ça lui plaît pas. Voilà. Donc on va refaire, on va mettre. Voilà, là c'est bon, on a la bonne classe. Et B, on va mettre 7. Voilà. Ok, bon, ça c'était rapido. C'était pour vous mettre en alerte par rapport à ça, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre directement comme ça, parce que c'est pas la partie la plus importante, mais c'est quand même quelque chose sur lequel je voulais vous sensibiliser quand vous faites des programmes tout seul, que vous sachiez qu'il faut faire attention à la saisie et les choses qu'il peut y avoir. Bon, donc ça c'est fait. Donc maintenant ce qu'on veut. Maintenant ce qu'on veut, c'est le reste de la division de A par B. D'accord? Voilà. Donc au passage, j'ai oublié de mettre que c'est naturel. Donc ça, je le récupère ici. Parce que quand on met un nombre entier en français, ça veut dire entier relatif. Voilà. Ok? Donc là, on veut un entier naturel. Bon, et là, comme on se pose la question de savoir si A est un multiple de B, bah, il faudrait que A soit plus grand que B. Hein. D'accord? Alors, le R, comment est-ce qu'on va obtenir le modulo? Il y a une fonction en Python pour ça, c'est le symbole %. Le symbole %, ça veut dire que ça prend le reste de la division. Par exemple, si je lui dis on va le tester, on va mettre print, on va mettre ça comme ça, on va mettre un f-string. Alors f-string, je n'ai pas bien expliqué la dernière fois, ça veut dire que ce qui est entre la collade, ça va afficher la valeur de la variable. Donc on va mettre à mode B pour que vous compreniez bien ce que ça fait. Et là, on va mettre R. Voilà. Donc on va appliquer ça, on va mettre A égale 7 et B égale 3. Ok? Donc 7, c'est égal à 2 fois 3 plus 1. Donc le reste de la division de 7 par 3, c'est 1. Bah, c'est exactement ce qui est écrit là. Le reste de 7 par 3, c'est 1. Voilà. Ok? Bon, donc on a vu que ça marche. Très bien. Donc maintenant, on a un bloc si, sinon, et voilà. Donc du coup, ça, en Python, si, ça va être if. D'accord? C'est en anglais. Donc si r égale 0, donc ça veut dire si euh, le reste de la division de A par B c'est 0, ça veut dire que A est divisible par B. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ça. Voilà. Print. Voilà. On met, non, on met un F parce qu'on veut faire une F-string. Et on va mettre. Merde, j'ai oublié de. Hop, voilà. On met la collade. Et ici, on met la collade. Voilà. Et sinon bah, c'est else. Else, comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a la coloration syntaxique pour me dire que ce sont des messages. Ce sont des. Comment ça s'appelle? Ce sont des mots-clés. Ce sont des mots spécifiques au langage. Voilà. Et là, il faut rajouter n'est pas. Ok. Donc, on va faire le test. On va remettre 7 et 3. Ok. Et il va nous dire que 7 n'est pas multiple de 3. Maintenant, si on relance et qu'on met 6 et 3, et là, il va nous dire, bah oui, c'est multiple de 3. Voilà. Donc après, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait rajouter un truc. Par exemple, ici, on pourrait lui mettre de dire B égale. Et là, on met plutôt A égale, parce que c'est A qui est multiple de B. A égale B divisé par. Ou plutôt A divisé par B. Voilà. Alors là, double barre, c'est pour dire qu'on fait la division entière. Et là, on met un symbole multiplié. Et là, on met B. Vous allez voir tout de suite. Donc je prends A égale 6 et je prends B égale 3. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 6 est multiple de 3. Voilà. Je vais mettre une petite phrase, je vais mettre en effet. Voilà. Ok? Donc là, je remets 6 et 3. Voilà. En effet, 6 égale 2 fois 3. Et là, par contre,
on va rajouter plus le reste, plus R. Et donc là, on va faire avec 7 et 3. Voilà. 7 n'est pas multiple de 3. En effet, 7 égale 2 fois 3 plus 1. Voilà. Voilà. Bon, mais c'est tout pour cette vidéo, parce que l'application, vous avez les différents programmes, vous pouvez tester, je vous montre un peu comment faire. Vous avez bien évidemment le QCM, vous faites nouveau QCM, et là vous avez votre QCM. Voilà, et puis après vous avez le score. Si vous voulez donc obtenir cette application, soit vous scannez ce QR code-là, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous scannez soit ce QR code-là, soit celui-là. Si vous scannez celui-là, ça va vous donner un formulaire Google Form. Vous allez remplir vos informations pour que je puisse vous contacter pour vous envoyer l'application. Et sinon, si vous voulez directement prendre des cours réservés, vous avez un cours gratuit. Vous scannez ce QR code sur Calendly, vous choisissez votre créneau et on fait un cours comme ça. On peut voir ensemble comment est-ce que je peux vous aider. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous. Et surtout, partagez-la à d'autres personnes que ça pourrait aider. Voilà, à très bientôt.